bonjour, je dirais presque bonsoir à tous. On va attendre Bonsoir, encore, bonsoir à tous. on va attendre encore 1 ou 2 minutes, laisser aux derniers arrivants le temps de se connecter. Voilà, et nous serons là avec Nathalie et Mathieu de l'ANS que vous connaissez pour animer ce webinaire sur la vague 2 du Ségur Imagerie. Voilà. Sachant qu'en début d'après-midi, on a fait un webinaire assez proche qui s'adressait aux établissements côté public. Donc, on a un peu plus insisté sur des aspects interop. Allez, je laisse encore 1 minute. Bon, eh bien, je vous propose de démarrer et donc de passer un peu de temps cette fin de journée pour parler de la vague 2 du Ségur Imagerie. Une rapide introduction de ma part. Ensuite, Mathieu vous fera un gros 360 sur tout ce qui est fonctionnalité et périmètre technique, donc les deux approches, hein, à la fois métier et technique. Moi, je reprendrai la parole pour vous parler d'administratif et de financier en réinsistant un peu sur les aspects stratégiques. Puis, Nathalie vous présentera le calendrier. Et enfin, Nathalie et Mathieu vous parleront des prérequis et travaux à anticiper pour la bonne arrivée, un déploiement rapide et massif de la vague 2 du Ségur. Du coup, alors j'imagine que pour la plupart, vous connaissez cette slide, mais c'est quand même important de la rappeler à chaque fois. Ce pourquoi on fait tout ça, et donc c'est de répondre, hein, très concrètement aux attentes des professionnels de santé, des patients, pour mieux prévenir, mieux soigner, mieux accompagner, en généralisant l'échange et partage de données de santé autour de mon espace santé, et donc avec l'alimentation des documents dans le DMP, qui est l'espace documentaire de mon espace santé, mais aussi les flux de messages au travers de messageries sécurisées. Voilà, et l'idée, donc, c'est que chacun puisse disposer de ces documents dans son espace santé avec, alors c'était pas l'objet aujourd'hui, mais des très bons chiffres pour le mois de janvier, avec une forte augmentation, notamment l'alimentation en bio qui a bien repris après la grève des biologistes, et donc une dynamique très positive qui se poursuit. Du coup, la vague 2 qui vient s'appuyer sur ces acquis, toujours avec la même méthode, c'est une trajectoire progressive, alors qu'on appelle petit pas, mais on a quand même fait 3 pas de géant, hein, en 3 ans. Déjà, c'était il y a maintenant 3 ans, doter tous les patients d'un profil Mon Espace Santé, qu'aujourd'hui, 98%, un peu plus même des Français ont un espace santé. Puis, objectif numéro 2, c'était d'atteindre une masse critique de documents dans mon espace santé. Alors, il y a deux façons de voir cette masse critique. La première, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on parle de centaines de millions de documents, qu'avant, on parlait de quelques millions, et donc, on va dire, la bataille de l'alimentation en règle générale, elle est gagnée. Rien n'est jamais définitif, mais en tout cas, on ne reviendra pas en arrière. Sur l'alimentation en imagerie, il y a encore du travail. Il y a aujourd'hui, globalement, un compte rendu sur 3 en imagerie qui part dans le DMP. C'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant, notamment dans la perspective de l'arrivée de la Dreambox, parce que le partage d'images va s'appuyer sur les comptes rendus. Mathieu en reparlera. Voilà donc les objectifs et bien entendu l'aspect sécurité, mais ça c'est inhérent à tous les dispositifs. Sur cette vague de imagerie, il faut le voir comme un seul enjeu métier, c'est de partager les données autour de l'imagerie. Images et compte rendu, les deux sont quand même intimement liés. Pour autant, et là je vais prendre ma casquette administrative et réglementaire, on parle bien de deux dispositifs distincts, avec des financements distincts, avec la possibilité du libre choix pour les professionnels de santé de s'équiper de la solution de leur choix. En aucun cas, il ne peut y avoir de la vente liée, et donc j'insiste sur ce point. Le Ségur est conçu comme ça, hein. C'est un système ouvert, laissant le libre choix à l'utilisateur. On n'est pas du tout dans une mécanique d'appel d'offres fermée. Également, les API Pro Santé Connect qui arrivent, donc avec la création de cet espace de confiance qui doit simplifier la vie de tout le monde et en tout premier lieu des professionnels de santé,
dans la navigation d'un logiciel à l'autre et dans la connexion. Sur aussi un retour d'expérience sur la vague 1, on a vu qu'après le déploiement, et je l'ai dit il y a quelques minutes, c'était pas encore complètement satisfaisant en termes d'alimentation des comptes rendus. Ce qu'on demandait, c'était l'envoi de 10 documents partant du principe que si pour 10 ça marchait, bah, ça allait marcher de façon générale. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est multifactoriel. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on accompagne aussi le mouvement dans le temps d'alimentation. Et donc, il y a l'apparition d'une prestation secondaire où on va payer les dispositifs sur leur bon fonctionnement dans le temps. J'y reviendrai. Voilà, et toujours, et ça c'est vrai pour tous les couloirs, hein, une orientation forte vers les usages. La bataille technique, elle est gagnée. L'alimentation, c'est en bonne voie. Et maintenant, il faut que ça serve à tout le monde le plus souvent possible et de toute façon la plus simple possible. Voilà sur ces quelques mots d'introduction. Et je vais maintenant passer la parole à Mathieu, qui va rentrer dans le détail du périmètre des deux dispositifs. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter tout d'abord quelques rappels sur, notamment sur le projet Dreambox. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, pour rappel, le projet Dreambox, hein, on parle de projet Dream, ça résulte d'un partenariat entre radiologues et pouvoir public. Donc, l'idée, c'était de créer un maillage national de partage d'images à destination des professionnels de santé et des patients qu'on va appeler réseau Dream. À l'intérieur de ce réseau Dream, nous, ce qu'on a fait, on a spécifié une passerelle qui se nomme Dreambox aujourd'hui et qui est portée du coup par le dispositif Dreambox de la vague 2 du Ségur. Donc cette Dreambox, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer le compte-rendu qui a été validé au niveau du RIS et construire ce qu'on appelle un pointeur de référence aux examens d'imagerie qu'elle poussera au DMP. Le DMP, du coup, va agir en tant que registre. Et dans ce pointeur, on retrouvera du coup la référence aux images. Il est à noter que les images vont rester du coup dans les PACS. Et ensuite, le consommateur ira récupérer ce pointeur et ensuite, grâce au lien qui est intégré dans ce pointeur, ira récupérer et télécharger l'image. La Dreambox, elle a deux fonctions. Une fonction du coup production source et une fonction consommation. La fonction production source, c'est à partir du compte rendu d'imagerie qui arrive sur la Dreambox et qui provient du coup du RIS. Donc, c'est construire le pointeur et le soumettre au DMP. Et la fonction consommation, ça va s'adresser aux professionnels de santé qui vont consommer des examens d'imagerie. C'est se connecter du coup à travers cette Dreambox fonction conso au DMP et récupérer les examens d'imagerie grâce aux liens qui sont présents dans les COS. La Dreambox en tant que telle, pour le référencement Ségur, c'est un même module qui comprend les fonctions production source et fonctions consommation. Les bénéfices attendus à travers ce projet, ils sont multiples, notamment ça va permettre d'éviter, le but c'est d'éviter la multiplication des demandes d'examen qui sont très souvent redondants. La vue complète également sur l'historique médical, l'historique d'imagerie médicale pour le patient qui est pris en charge. Et puis, bien sûr, ça va apporter une sécurisation également dans tout l'ensemble du partage d'images entre les Dreambox et du coup à destination des professionnels de santé consommateurs et des patients. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était les principaux workflows autour du projet Dreambox. Je ne vais pas représenter à nouveau le projet Dreambox compte tenu du temps limité qu'on a. Une définition déjà sur le COS. Qu'est-ce que c'est le COS? On va en parler après dans les prochaines slides. C'est un document qui est normalisé par le standard ICOM et qui va contenir du coup le pointeur référençant l'examen d'imagerie. Donc, ce pointeur COS, il va être construit par la Dreambox et il va être soumis au DMP. Et ensuite, il sera aussi consommé. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le workflow de production. Donc, on a le radiologue ou le médecin nucléaire qui rédige et valide le compte rendu sur le RIS. Ce compte rendu, il est soumis et il part au DMP. Et il est aussi recopié après avoir été bien intégré dans le DMP. Il est aussi poussé depuis le RIS vers la Dreambox source. La Dreambox source, du coup, va lire ce compte rendu, va récupérer des attributs, et grâce à ces attributs, elle va aller requêter le PACS et construire le pointeur KOS, notamment avec le lien qui permettra ensuite d'aller récupérer l'examen d'imagerie qui est resté sur le PACS.
Le COS, du coup, est soumis aussi au DMP. Donc, au niveau du DMP, on se retrouve avec le compte-rendu et le COS pour un patient donné. Un COS, c'est égal à un examen d'imagerie médicale. C'est la référence de l'examen. Slide suivante. Alors, on va avoir deux scénarios très macro de consommation. Tout d'abord, le scénario pour le spécialiste d'imagerie. Ce spécialiste, il a besoin de manipuler l'imagerie médicale, de récupérer de l'imagerie, de la stocker. Donc, le cas d'usage qu'on va proposer aujourd'hui avec la Dreambox, c'est tout d'abord, c'est ouvrir le RIS. Et ensuite, grâce à ce qu'on appelle un appel contextuel, c'est atteindre la Dreambox, mais cette fois-ci avec la fonction conso. Et à partir de cette fonction conso et de l'appel contextuel qui est passé, on va pouvoir du coup se connecter au DMP, récupérer un à plusieurs COS pour un patient donné. Et une fois que ces COS sont récupérés au niveau de la Dreambox conso, d'aller directement sur les Dreambox sources. Donc là, c'est ce qu'on appelle le maillage Dream, finalement. C'est toutes les Dreambox qui sont réparties sur tout le territoire. Et de télécharger les examens d'imagerie en local que le professionnel de santé veut voir, et ensuite même lui proposer un export de ces examens récupérés, un export par exemple sur une workstation ou sur son PAX, un peu comme on le fait aujourd'hui avec les CD. Vous le voyez à l'écran, il y a une continuité en tout cas dans l'INS, donc l'identité nationale de santé, aussi bien au niveau du compte-rendu qu'au niveau du DMP, mais aussi au niveau de la DMBox, c'est ce qui va garantir l'identité du patient tout au long du workflow. Et puis, il y a aussi ProSanté Connect qui arrive, on aura l'occasion d'en parler plus tard, qui est un service d'authentification proposé par l'ANS, c'est un fédérateur d'identité, qui va être mis en place là de bout en bout, et le maillage Dream va fonctionner exclusivement du coup sur ProSanté Connect. Slide suivante, s'il te plaît. Là, on est sur un scénario de consommation là plutôt à destination du professionnel de santé demandeur, qui est beaucoup plus simple que celui d'avant. On va positionner un lien qui est sur le compte-rendu, et grâce au lien positionné sur le compte-rendu, on peut accéder directement à la Dreambox source et afficher l'examen d'imagerie raccroché au compte-rendu. Ça, c'est pour un cas d'usage qui est plus simple, où il y a uniquement besoin de visualiser l'examen qui se raccroche au compte-rendu, sans nécessairement importer l'examen et importer l'ensemble de l'historique d'examen sur la workstation ou sur le PAX local. Ça sera plutôt à des médecins demandeurs, mais également aux patients à travers mon espace santé, qui sera aussi intéressé pour voir son examen à partir du lien URL positionné sur le compte-rendu. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, pour la partie RIS, quels seront les grands enjeux fonctionnels adressés sur la partie RIS de cette vague 2? On voit plusieurs catégories. On voit tout d'abord l'alimentation du DMP avec l'extension compte-rendu d'imagerie. Donc, ça veut dire quoi? En vague 1, vague 1 Ségur, on était déjà sur l'alimentation. Là, on a étendu le compte-rendu, on l'a un peu surspécifié, avec un nouveau référentiel qui est sorti, qui s'appelle structuration minimale du CDR2. L'idée pour ce compte-rendu et pour qu'il soit compatible avec la Dreambox, pour qu'il soit compatible avec ce qu'on veut faire au niveau de la Dreambox, c'est qu'on lui intègre des attributs d'imagerie. Je pense notamment au Study Instance UID, à l'Accession Number, à des informations telles que la modalité et la région anatomique, pour permettre derrière à la Dreambox, grâce à la lecture de ces informations, d'aller chercher les informations du PACS et construire ce fameux KOS. La consultation, bien sûr, qui arrive aussi avec la vague 2, qui est aussi un enjeu important et qui va aussi modifier l'ensemble des workflows, la consultation du DMP qui sera du coup intégrée au niveau du RIS. Et comme ça, un membre de l'équipe de soins avec derrière une non-opposition du patient et son information pourra aller directement consulter le DMP et aller récupérer les différents documents du DMP du patient à travers du coup une authentification pour consulter basée sur ProSanté Connect. Et les moyens d'authentification derrière ProSanté Connect, c'est la carte CPS ou la ICPS, c'est la CPS dématérialisée. J'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu après. D'autres catégories qui vont être amenées, d'autres enjeux sur cette vague 2, l'authentification des professionnels de santé via ProSanté Connect à travers l'espace de confiance ProSanté Connect qui permettra du coup d'atteindre différentes API de cet espace de confiance et différents services, notamment le DMP qui est un des services qui va pouvoir être consulté. On va avoir également le téléservice INS qui permet de qualifier les INS. Et puis aussi, on aura les Dreambox qui seront intégrés dans cet espace de confiance.
Et puis d'autres API à venir dans le futur qui seront aussi intégrés dans cet espace de confiance. Cet espace de confiance, finalement, il va grossir petit à petit autour du service Pro Santé Connect pour atteindre différents services. La sécurité SI, effectivement importante, qui a été du coup renforcée pour amener du coup une plus grande résilience. Autour de plusieurs sujets, un socle commun avec des exigences techniques et organisationnelles, des exigences autour du développement du code au niveau du RIS, des exigences sur l'identification électronique, des exigences sur des fonctionnalités de SSO, de DIAM, des exigences assez fortes au niveau cyber, qui ont été aussi rédigées suite au retour qu'on a eu de la vague 1. Donc, à nouveau, un renforcement du coup de sécurité pour cette vague 2. Les interactions avec la Dreambox et l'interopérabilité RIS Dreambox qui est très importante, puisqu'on va avoir des RIS et des Dreambox. Nous, on doit s'assurer, et on a fait attention à ça dans la rédaction de nos exigences, c'est que toute Dreambox qui est référencée vague 2 et tout RIS vague 2 puissent s'interfacer peu importe les éditeurs, s'ils sont sur des deux éditeurs concurrents, ils pourront du coup communiquer grâce à cette interopérabilité entre le RIS et la Dreambox. On s'est assuré de ça et on y a veillé en tout cas dans la rédaction des référentiels. Le service application carte vitale APCV, c'est la carte vitale dématérialisée, puis un ensemble d'améliorations autour des fonctionnalités de vague 1, notamment sur l'INS, avec du coup une nouvelle doctrine INS qui est sortie l'année dernière, qui embarque du coup de nouvelles exigences. Voilà pour les principaux enjeux. Slide suivante, autour du RIS, donc plusieurs flux autour de cette vague 2. On va retrouver des flux autour de la téléradiologie, des demi-connecteurs autour de la téléradiologie. Ce qui est important maintenant, c'est d'embarquer du coup ce SI de téléradiologie dans cette vague 2 RIS et d'assurer du coup les flux d'interopérabilité au sujet aussi bien au niveau de demande que réception de compte rendu. La partie requête, la partie worklist avec l'ajout de l'INS dans les requêtes worklist. L'appel contextuel et l'envoi du compte rendu, bien sûr, pour permettre l'interopérabilité avec la Dreambox. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre comme flux autour de ce RIS vague 2? On va retrouver bien sûr les flux d'identité pour un référentiel d'identité externe, notamment retrouvé en établissement de santé pour la réception des identités, l'envoi des compte rendu vers la PFI avec cette fois-ci une gestion des acquittements DMP, des acquittements MS Santé directement dans le flux, donc qui pourront être remontés directement dans le RIS. Et puis après, au niveau ce qu'on appelle les services socles, différents services socles, donc l'appel au téléservice INSI avec ProSanté Connect, l'intégration du RIS dans l'espace de confiance ProSanté Connect pour derrière permettre d'atteindre plusieurs API, notamment la consultation du DMP, l'application carte vitale, bien sûr, j'en ai parlé, le DMP avec l'envoi des comptes rendus, la réception, la partie MS Santé et enfin l'annuaire santé avec directement des appels sur l'annuaire sectoriel de l'ANS pour maintenir du coup des identités fiables et un annuaire fiable au niveau du LPS et à jour. Notamment, slide suivante, s'il te plaît. Les nouveautés, très rapidement, donc l'identification électronique autour notamment du standard OpenID, et puis il y a une forte intégration de ProSanté Connect avec l'espace de confiance, sachant que le RIS, voilà, je vous en parlais, va rejoindre l'espace de confiance et va permettre du coup de consulter le DMP. On était sur l'alimentation, maintenant on est bien sur de la consultation complètement intégrée au niveau du RIS. Et puis une démarche assez importante au niveau sécurité SI, avec des tests SI des tests SSI qui seront menés par les éditeurs en phase de référencement, des tests d'intrusion, et puis bien sûr un ensemble d'exigences autour de la gestion des sauvegardes, des permissions, des sessions administrateurs-utilisateurs pour s'assurer que les sessions sont bien déconnectées des professionnels de santé et toute une sécurisation autour de l'identification et de l'authentification. Et bien sûr aussi, on a veillé aussi à la production et la conservation de traces, et ce qui va permettre aussi, grâce à l'ensemble de ces éléments, de réduire encore une fois de plus la surface d'attaque du système. Slide suivante, s'il te plaît. L'interopérabilité PFI Dreambox, bien sûr, avec du coup les évolutions autour du compte-rendu. Alors, de l'affichage compte-rendu niveau 1 et 3, ça, c'est possible au niveau consultation. Après, en termes de production, aujourd'hui, on est toujours sur du niveau 1 comme sur la vague 1, mais avec les évolutions liées à la Dreambox et l'ajout du coup des nouveaux attributs au niveau de l'entête structurée,
le compte-rendu, lui, ne change pas, mis à part l'arrivée du coup de ces nouveaux attributs pour envoi derrière à la Dreambox et la gestion également de l'appel contextuel directement depuis le RIS pour atteindre la Dreambox à partir du RIS. L'interopérabilité sur les fonctions PFI, donc dans la gestion des documents envoyés et reçus. Et puis les autres fonctions, on va retrouver la gestion de l'application de carte vitale dématérialisée, la PCV, du coup, une facilité dans l'INS avec un certain nombre d'exigences plutôt UX, du coup, donc plutôt IHM, interface homme-machine, qui permettent de rendre visible plus facilement l'INS. Pareil, si c'est des rétextes, des retours de la VAG1 qui nous ont poussés encore à instruire un peu plus ce sujet, et puis l'évolution aussi de la doctrine INS. Les statistiques aussi, avec un détail plus important dans le DSR pour avoir un suivi plus fin sur ce que fait le logiciel déployé en termes de stats, et puis la production des traces. Slide suivante, s'il vous plaît. Bien sûr, l'information, hein, on y revenir, on aura le temps de ça d'y revenir dans d'autres webinaires. Bah, ça va changer effectivement avec des nouveaux usages autour de la consultation. Effectivement, il faudra s'assurer des principes de consentement du patient, aussi bien pour l'alimentation, par défaut, elle est autorisée, mais aussi pour la partie consultation où il y a vraiment un consentement à demander explicite au patient. Ça, c'est valable aussi bien pour consulter le DMP, mais aussi pour atteindre la Dreambox, pour aller chercher les examens d'imagerie, puisque c'est de la donnée de santé. Donc derrière, il y a aussi du coup du consentement explicite du patient à demander. La suivante, s'il te plaît. Alors pour la Dreambox, sur les périmètres techniques de la Dreambox, on va être sur l'alimentation-consultation du DMP. Alors c'est un petit peu particulier, parce que vous l'avez vu, on va pousser et on va alimenter avec des COS, on va consulter des COS. Donc il y a le DMP qui a évolué dans ce sens pour pouvoir accueillir du coup ces fameux KOS. Pour la Dreambox, ce qui est important à savoir, c'est qu'on va être sur un service qui s'appelle ProSanté Connect, donc qui est un service d'authentification qui est basé sur le répertoire sectoriel de l'ANS, le répertoire RPPS notamment, et qui va permettre du coup d'offrir une manière simple et sécurisée de s'authentifier sur la Dreambox. Donc c'est ProSanté Connect et qui va permettre aussi derrière d'aller consulter le DMP, donc avec l'intégration dans l'espace de confiance, de récupérer les COS et ensuite de télécharger les examens d'imagerie directement sur la Dreambox. Autre sujet, voilà, l'authentification, j'en parlais. PSC, pour les patients aussi, qui vont être impactés aussi par cette Dreambox, puisqu'ils pourront accéder à leurs examens. Ce qu'on va proposer en service d'authentification, en mode d'authentification, ça va être France Connect Plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon espace santé va évoluer là, sur l'année 2025, il va passer aussi sur France Connect Plus. Donc on aura le même mode d'authentification sur France Connect et sur la Dreambox qui permettra du coup de passer de l'un à l'autre et qui sera basé sur ce qu'on appelle un mode substantiel, donc un mode relativement fort qui correspond du coup à ce qu'on appelle la politique générale de sécurité des systèmes d'information, qui est du coup le service France Connect. La sécurité des DSI, bien sûr, j'en ai parlé, c'est comme le RIS, avec un certain nombre d'exigences très spécifiques. Et puis, bien sûr, un enjeu assez fort aussi pour les Dreambox sur la traçabilité des accès, vu qu'on est sur un maillage vraiment en étoile de toutes les Dreambox déployées sur le territoire, avec un enjeu assez fort de traçabilité des accès, qui accède à quoi, à quel examen, à quelle modalité, quelle région, qui, quand, comment, voilà, toutes ces informations sont tracées directement au niveau des Dreambox. L'interopérabilité avec les PACS, bien sûr, importante. Ça sera sur du DICOM, donc avec des transactions protocoles DICOM qui seront utilisées, puis aussi des interactions RIS DPI, afin que la Dreambox, finalement, puisse s'interconnecter avec n'importe quel RIS, n'importe quel DPI, à partir du moment où il est référencé VAC2. On a aussi un enjeu sur la gestion du cycle de vie de l'examen, parce que l'examen d'imagerie, effectivement, il va vivre au niveau du PACS, et suivant s'il est déplacé, renommé, supprimé, il faudra derrière qu'il y ait une alimentation, une mise à jour du KOS afin que sur le DMP, on ait un KOS le plus à jour possible. Avec la Dreambox, vous l'avez compris, il va y avoir un maillage de beaucoup de Dreambox sur le territoire. Elles vont devoir se faire confiance entre elles, ces Dreambox, pour pouvoir partager l'image. Donc, ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un espace de confiance DreamM, qui sera basé autour d'une URL qui a été aujourd'hui réservée par l'ANS. C'est l'ANS qui va opérer cet espace de confiance. Et du coup, avec un nouveau service qui va être créé, qui est le service mesimagemedical.fr. L'ensemble des pointeurs seront référencés autour de cette URL mesimagemedical.fr.
avec du coup cet espace de confiance qui sera complètement cloisonné, avec uniquement des Dreambox qui auront été préalablement autorisés par l'ANS à partager les examens d'imagerie entre elles. Donc ça, l'espace de confiance, c'est un sujet qui n'est pas complètement arrêté, qui est encore en mode build, sur lequel on va travailler encore toute l'année 2025. Mais qui se rentrera du coup lorsqu'on aura les premiers déploiements, il rentrera vraiment opérationnellement dès les premiers déploiements de Dreambox. Slide suivante, s'il te plaît. Je vais avancer un petit peu plus rapidement. Du coup, sur la Dreambox, un ensemble de flux également autour d'elle qu'on va retrouver. Donc, le RIS, effectivement, qui va envoyer son compte rendu à la Dreambox. Donc, ça, c'est des sujets aussi vague 2. Le PAX qui sera du coup requêté par la Dreambox avec des transactions qu'on appelle DMC, transactions DICOM. Le flux IOCM flux HL7, c'est des flux qui ont été spécifiés par la Dreambox, qui vont permettre d'informer la Dreambox en cas de suppression de l'examen d'imagerie depuis le PAX ou en cas de mise à jour. Le navigateur web, qui accède à la Dreambox via sa consultation ou via l'appel contextuel. Et sur la partie droite, un ensemble de services. Le navigateur web du patient aussi qui arrive, avec le lien sur le compte rendu du patient du PS, qui veut voir l'examen d'imagerie à partir du lien qui est positionné sur le compte rendu. L'identification électronique qui passera par ProSanté Connect avec l'espace de confiance. Ce qu'on a mis en place au niveau de l'ANS aussi, c'est ce qu'on appelle une météo des services Dreambox. Là, on l'a appelé supervision ANS, mais le vrai nom, ça sera plutôt une météo qui permettra de superviser en temps réel sur une page publique l'ensemble du maillage Dreambox et à savoir à tout moment quels sont les Dreambox qui ne sont pas opérationnels pour avoir un affichage le plus global et le plus précis possible du fonctionnement de chaque Dreambox qui est dans le maillage et aussi pour permettre de faciliter également le support. Le DMP, bien sûr, des interactions avec le DMP et puis les autres Dreambox. C'est ce fameux maillage, c'est ce fameux espace de confiance Dreambox avec du coup des échanges, des envois d'instances, des récupérations d'instances entre la Dreambox qui est installée donc, du coup, dans ce cabinet et puis toutes les Dreambox qui sont éparpillées sur tout le territoire. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, petit mot sur les dépendances techniques. Côté DPI, on aura principalement de l'appel contextuel pour appeler la Dreambox. Et côté RIS, les évolutions principales entre les interactions RIS et Dreambox, ça va être l'appel contextuel, bien sûr, pour appeler la Dreambox, mais ça va être aussi l'évolution du compte-rendu. J'en ai parlé, des évolutions techniques. On va du coup mettre sur ce compte-rendu de nouveaux attributs comme le Study Instance ID, donc c'est le numéro unique, mondialement unique de l'examen d'imagerie. L'accession order, ça c'est des numéros liés à la demande. Les modalités également, qui ont été spécifiées, les régions anatomiques, puisque ça va être utilisé après dans ce qu'on appelle le submission set. C'est les métadonnées qui sont alimentées dans le DMP, et comme ça va permettre après derrière de rechercher des examens sur une modalité donnée, donc sur un patient et sur une modalité donnée, récupérer tous les examens pour une modalité ou récupérer les examens pour une région anatomique donnée. L'URL aussi, bien sûr, qui sera mis dans le COS et dans le compte-rendu. Le workflow global, finalement, c'était la dernière slide, l'avant-dernière, que je voulais vous montrer, sur l'authentification exclusive en ProSanté Connect, de bout en bout, puisque la Dreambox, elle est basée uniquement sur ProSanté Connect. Comment ça va fonctionner? La slide suivante, s'il te plaît, pour passer de l'un à l'autre. Donc, on a notre professionnel de santé qui est habilité, il va accéder au RIS, au DPI. Là, dans ce que j'ai dessiné, il va s'authentifier en ProSanté Connect. ProSanté Connect, c'est un service qui est intégré dans le référentiel, dans les différents référentiels et dans la politique générale de sécurité des systèmes d'information. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau de ProSanté Connect? Il est également obligatoire aujourd'hui dans les services numériques dits sensibles. Services numériques sensibles, finalement, c'est tous les LPS qui manipulent de la donnée de santé. Donc, du coup, il est complètement intégré dans le Ségur VAC 2 et différents moyens derrière pour se connecter à sa ProSanté Connect. Donc, la carte CPS, c'est sûr, qui est un des moyens, carte CPS physique, la ICPS dématérialisée. Et puis, ce qui arrive aussi en 2025, c'est ce qu'on appelle les clés FIDO,
C'est des clés qui seront branchées directement sur les postes, qui permettront aussi de s'authentifier de façon substantielle à ProSanté Connect. Donc là, il y a des travaux qui sont encore en train d'être menés par l'équipe ProSanté Connect, mais je vous avais un petit lien là en dessous qui vous permet de suivre les travaux en cours, et les dates aujourd'hui de sortie sont sur l'année 2025. En tout cas, sur cette clé FIDO. Et grâce à ProSanté Connect, vous le voyez, on peut aller de bout en bout tout en utilisant ProSanté Connect. Donc, pour aller sur le RIS, ensuite sur le RIS, on va rebondir pour aller sur la Dreambox consommatrice avec l'appel contextuel. Et puis ensuite, on va aller chercher du coup les COS depuis le DMP. Et ensuite, éventuellement, télécharger les examens d'imagerie depuis le maillage Dream. Donc, tout ça se fait au ProSanté Connect. Il y a des réauthentifications qui sont faites entre les flux, mais c'est transparent pour l'utilisateur, ce qu'on appelle en full web. La Dreambox, c'est du web, finalement, c'est un navigateur qui va lancer cette Dreambox. Et grâce à la fonction SSO de ProSanté Connect, il n'y a pas de réauthentification de l'utilisateur. Donc, il y a une expérience utilisateur qui est quand même optimisée. À partir du moment où l'utilisateur est derrière son écran et qui manipule son écran, il y a ce qu'on appelle un refresh token qui permet du coup de ne pas déconnecter l'utilisateur, et l'utilisateur peut parcourir comme ça et récupérer les examens d'imagerie de façon fluide. Slide suivante. Et enfin, la dernière slide, c'est un petit point sur la partie certificat. On a un enjeu certificat et liste blanche là sur ce projet Dreambox en vague 2. Alors, je vous l'ai expliqué, il y avait avoir un espace de confiance. Donc, toutes les Dreambox qui vont être déployées sur le territoire vont devoir se faire confiance entre elles. Donc, l'ANS va mettre en place un guichet. Dès qu'il y a une Dreambox qui sera déployée sur le territoire, elle devra s'enregistrer auprès de l'ANS. Du coup, derrière, il y aura une garantie derrière que la Dreambox elle soit bien conforme, elle soit bien installée dans un environnement sûr et résilient. Et ensuite, une fois que ça est validé, la Dreambox est intégrée dans ce qu'on appelle une liste blanche, qui est ensuite signée par l'ANS. Et à chaque partage d'images entre les Dreambox, il y a une vérification que la Dreambox en face, elle soit bien présente dans cette liste blanche pour permettre de mailler ces Dreambox et d'avoir vraiment un espace de confiance fermé pour éviter qu'il y ait une Dreambox externe non enregistrée qui puisse interagir avec ce maillage. Ça nous permet vraiment de garantir là ici une sécurité totale dans le partage d'images. Ce qu'il faudra faire, par contre, c'est effectivement commander un certain nombre de certificats, des certificats d'organisation pour aller alimenter le DMP, mais également des certificats entre Dreambox qui permettront de sécuriser les liens. L'ANS propose aujourd'hui l'IGC, une IGC, une infrastructure de clé publique, et propose un service de commande des certificats qui seront à la main du coup des éditeurs, puisque c'est dans le périmètre de la prestation Ségur. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je te laisse la main, Jean-Marc, pour la suite. Merci. Merci Mathieu. Parfait pour le timing. Effectivement, maintenant qu'on a vu ce à quoi c'est les servir et comment ça allait fonctionner, on va voir comment on va organiser tout ça au niveau administratif et comment on le finance. Alors, déjà sur le cadre très général, on est donc dans un dispositif Ségur sur un système ouvert non sélectif, ce qui veut dire que tous les éditeurs qui souhaitent proposer une Dreambox et qui respecteront le cadre que Mathieu vient de présenter sont éligibles. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'achat pour compte et donc on va payer à la place des professionnels de santé qui s'équipent, sous réserve bien entendu que ça fonctionne bien et aussi que ça fonctionne bien dans le temps. Ça, c'est une grosse différence par rapport à la vague 1, je vais y revenir, c'est qu'on va payer une prestation secondaire qui sera conditionnée au bon fonctionnement. Du coup, on va définir tout ça par voie réglementaire avec des arrêtés apparaître très prochainement. Et comme je l'ai dit, les industriels sont libres de s'engager ou pas. Sur les prestations, on a donc deux types de prestations. Une première prestation qui est une prestation dite principale, qui consiste en l'installation du logiciel. On va payer 40% à la commande, notamment pour des questions de trésorerie des entreprises qui ont bien investi sur ce projet, et 60% de la prestation principale au moment du démarrage sur une vérification d'aptitude. Puis, pendant 3 ans, chaque semestre, l'ANS va recevoir de la part de l'éditeur pour chaque client
un fichier de monitoring retraçant le monitoring continu de chaque solution. Et en fonction du bon fonctionnement, on va décaisser ou pas chaque semestre un sixième de la prestation secondaire. Voilà. Ce qui donne des garanties à chacun, ce qui évitera aussi le biais qu'on a eu en vague 1, parfois des logiciels installés qui fonctionnent au moment du démarrage, et qui posent après, par exemple, des problèmes d'alimentation pour des questions, par exemple, de certificat. Donc ça doit vraiment nous permettre d'avoir un système stable dans le temps et qui se développe bien. Sur les conditions d'éligibilité. Premièrement, il faut être un financeur au sens du Ségur, et donc un éditeur ou un distributeur. En vague 1 sur l'imagerie, pour le risque, c'est les éditeurs qui vendaient directement leurs solutions. En vague 2, on va voir arriver notamment des grandes sociétés de PACS qui font confiance à des sous-traitants pour le développement de la Dreambox et donc qui vont revendre la Dreambox Inter qui seront donc dans un mode de distribution. Pour nous, le fournisseur, pardon, c'est celui qu'on va financer, c'est celui qui va prendre la commande et qui donc va être garant du bon fonctionnement. Du coup, il doit être, que ce soit l'éditeur ou le distributeur suivant les cas, également opérateur de service utilisateur au sens de Pro Santé Connect, puisque c'est aussi le fournisseur qui va vendre la solution qui prend la responsabilité qu'elle respecte les règles en termes de connexion à Pro Santé Connect. Sur la partie client, on reprend la même mécanique de la vague 1, en reprenant les numéros assurance maladie, finesse, etc., qui vont nous permettre, en faisant la somme de l'activité, on prend l'activité 2023, de définir des tranches de financement et donc de payer le juste prix en fonction de la taille du site ou des sites, puisque Mathieu vous l'a expliqué, hein, qui vont s'équiper de la Dreambox. Donc là, on est sur la question d'éligibilité, on va dire, globale. Après, d'autres conditions là, qui sont différentes entre le RIS et la Dreambox. En RIS, on va avoir deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est les gens qui étaient déjà en vague 1 et qui donc ont bénéficié de la prestation de mise à jour vague 1. Donc, dans le cadre de la vague 2, forcément, ils n'ont accès qu'à la prestation vague 2. Pour ceux qui n'auraient pas eu la mise à jour vague 1, parce que pas passé commande, parce que médecine nucléaire, tous les cas sont bien entendu possibles, il y a la possibilité d'avoir en une fois les deux prestations, quelque part pour remonter dans le train et pour avancer à la même vitesse que tout le monde. Et à ce moment-là, on va payer un prix, nous, qui comprend la vague 1 plus la vague 2, qui ne sera pas le prix vague 1 plus vague 2, parce que typiquement, le déploiement va être fait une fois, la formation va être fait une fois, et donc c'est donc une combinatoire de tous ces paramètres qui nous ont conduit à définir un prix qui est inférieur à vague 1 plus vague 2, mais vous aurez bien l'ensemble des fonctionnalités, c'est important de le souligner. Pour la Dreambox, on a également un système de mise à jour, même si c'est un nouveau dispositif. On va considérer comme une mise à jour le cas des Dreambox qui sont intégrés dans un PAX, c'est-à-dire un PAX qui subira une évolution interne avec les fonctionnalités de la Dreambox sera considéré comme une mise à jour. Sera également considéré comme une mise à jour, pas certain qu'on rencontre le cas, mais on l'a quand même traité, les serveurs de diffusion d'images qui sont déjà connectés donc à un système d'archives PAX ou autre, peu importe, et sur lesquels viendront se greffer la Dreambox. Voilà, donc là, ce sera une évolution. Et pour cela, si c'est une mise à jour, ça devra se greffer sur une connexion préexistante. S'il y a une nouvelle connexion d'ICOM, dans tous les cas, c'est une nouvelle installation et ça devrait être logiquement le cas général. Voilà pour la Dreambox. Et bien entendu, la Dreambox étant techniquement dépendante du RIS pour son bon fonctionnement, on va vérifier au moment de la commande qu'il y a bien une commande RIS VAC 2 pour la Dreambox. Voilà, donc il y a cette dépendance en termes de commande qui nous permet de garantir qu'il y aura bien un RIS VAC 2 quand la Dreambox va démarrer. Sur la prestation principale, je reprends la liste in extenso avec tout ce qui est attendu. Vous allez voir en m'arrêtant sur quelques points plus particuliers. Bien entendu, les droits d'utilisation de la logiciel, l'installation, la configuration, là aussi, de la solution logicielle, les demi-connecteurs. Donc sur les demi-connecteurs, bien entendu, les services socles, INS, DMP, on n'y revient pas, Mathieu en a parlé. Tout ce qui est en lien, là, pour le coup, dans des environnements hospitaliers ou cliniques, pardon, où on va avoir une gamme de la PFI
Donc tout ce qui est intermédiation, et donc bien entendu, les demi-connecteurs doivent être fournis. Forcément, les demi-connecteurs RIS qui permettent le bon fonctionnement de la Dreambox sont inclus dans la prestation, et également, et j'insiste là-dessus, sur les plateformes de téléradiologie. On n'avait pas pu adresser ce sujet en Vaguin qui réclame des spécificités techniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la téléradiologie s'est implantée dans 90% des établissements. Alors, ça concerne a priori pas trop le privé, mais on en parle quand même là. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous à 90% en téléradiologie, hein, ça, bien entendu, pas ce que j'ai dit. Par contre, de façon ponctuelle ou plus permanente, il y a 90% aujourd'hui des ES qui font appel à la téléradiologie. Il y avait donc pour nous un véritable enjeu de santé publique à ce que les comptes rendus produits en téléradio puissent remonter dans le DMP. Et donc, ça fait partie aujourd'hui des conditions qui sont demandées pour la mise en place de ces dispositifs VAC2. Voilà. Et donc, on parle du flux de la demande du RIS vers la plateforme de téléradiologie et du flux de retour. Et on ne devrait plus avoir de cas à l'avenir où il y a une partie des comptes rendus qui remontent, c'est les comptes rendus qui sont produits en local sur le RIS de la structure, et à distance ceux qui ne remontent pas parce que ce sont produits en téléradiologie. Et bien entendu, les prestations additionnelles type maintenance, formation, identification électronique des utilisateurs, documentation, suivi de projet. Voilà, donc on est encore une fois dans une prestation clé en main concernant le RIS, mais vous allez le voir aussi concernant la Dreambox. Sur la prestation secondaire, donc ça c'est effectivement la grande nouveauté. Et donc vous voyez ce qu'on attend avec un relevé des compteurs, si vous me passez l'expression, chaque semestre. On a considéré qu'un système qui fonctionnait bien devait envoyer donc 70% des comptes rendus à mon espace santé. Aujourd'hui, on est autour de 40-45, donc il y a encore du chemin à faire. Si on fait 70%, on a la totalité du forfait semestriel. Si on fait entre 50 et 70, 55 pardon, et 70%, la moitié du forfait. Et en dessous de 55%, pour nous, clairement, c'est du mauvais fonctionnement. Ça ne justifie pas que l'État paye pour ça. Et donc, le semestre ne sera pas payé. Donc, tout ça est extrêmement clair. Ça, c'est si on a la responsabilité de la qualification de l'INS. Si on se trouve, par exemple, avec une gamme et qu'on n'a pas la responsabilité au niveau du risque de la qualification de l'INS, là, on considère que c'est la totalité qui doit partir. Alors, une petite marge, on va dire, d'erreur technique fixée à 1%, ce qui veut dire qu'on réclame 99%. Mais il n'y a pas de raison que ça parte pas, d'autant plus je le remets aussi en perspective, qu'il existe des mécanismes d'invisibilisation des comptes rendus qui sont encore trop méconnus, trop peu utilisés, et donc qui font que les comptes rendus, si, en tout cas pour certains qui n'envoient pas les comptes rendus parce qu'ils ne veulent pas que ce soit visible par le patient, bah, il suffit d'utiliser cette fonctionnalité et pas de bloquer les comptes rendus. Là aussi, on est extrêmement clair, à la fois dans le propos, dans les règles qui ont été fixées et donc qui vont être appliquées. Sur les prestations principales Dreambox, nous sommes dans les mêmes mécaniques avec l'octroi des droits d'utilisation, le déploiement, le paramétrage, les demi-connecteurs et aussi le matériel. J'insiste sur ce point, c'est que le RIS, lui, n'incluait pas le matériel tout simplement parce qu'il y avait déjà des RIS. Le cas général, c'est un RIS est présent, on paye une mise à jour logicielle en achat pour compte. Le cas général pour la Dreambox, c'est au contraire, c'est on part de zéro, il n'y a pas de matériel, il ne faut pas de frein, et donc on a intégré que ce soit on-premise dans notre jargon, et vous m'excuserez l'anglicisme, donc sur site ou à distance, en mode hébergé, la fourniture des infrastructures techniques pour que ça fonctionne. On ne doit pas avoir de frein à ce niveau-là. Et bien entendu, tout ce qui est direction de projet. Il y a également, Mathieu en a parlé, l'enregistrement au niveau du registre, hein, c'est assez logique, puisque si on n'est pas connu de l'ANS, si on n'est pas dans la liste blanche, ça ne fonctionnera pas. Voilà pour les prestations principales de la Dreambox qui garantissent le bon fonctionnement à l'issue de la prestation principale. Et donc, pour la prestation secondaire, on est parti dans une logique de continuité de service. Et on a considéré que voilà, tous les COS devaient être envoyés, étant entendu que l'INS est qualifié sur le RIS, alors, ou dans la gamme, hein, peu importe, mais en tout cas en amont de la Dreambox. Et donc, ce qui va arriver dans la Dreambox doit pouvoir techniquement remonter au DMP. On tolère
c'est pour ça que vous avez ce 99%. On tolère des arrêts de service cumulés jusqu'à 10 heures par semestre sur la période ouvrable. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut couper la nuit. J'ai bien entendu pas dit ça. Ça doit fonctionner tout le temps. Par contre, l'objectif qu'on met aux éditeurs est en heure ouvrable avec le samedi matin. Puis, pour, on va dire, un fonctionnement moyen entre 10 heures et 20 heures, et s'il y a plus de 20 heures d'interruption cumulée, à ce moment-là, aucun forfait. On est comme dans le cas du RIS tout à l'heure, on considère au niveau de l'État que ça ne marche pas suffisamment bien pour justifier qu'on paye pour ça. Un petit point complémentaire sur la Dreambox concernant les portails de diffusion. On a eu des questions là-dessus, on s'est posé beaucoup de questions de non-redondance, on va dire, avec ces portails. Là aussi, notre position, et ce qui est dans les textes, est extrêmement clair. On veut qu'à échéance de la prestation principale, ça converge. C'est-à-dire qu'à la fin, notamment pour des raisons de cybersécurité, de réduire la menace, les fonctionnalités de la Dreambox soient intégrées dans les portails de diffusion. Et pour cela, on va également rendre le cadre technique de la Dreambox opposable, que ça aille au-delà du Ségur. Deux cas de figure possibles. Soit le portail préexistant a intégré les fonctionnalités de la Dreambox, et donc, quelque part, la Dreambox va continuer au-delà de 2027 dans le portail, et pour nous, c'est satisfaisant. Soit le portail n'intègre pas la Dreambox qui aura été rendue opposable à l'échéance de 2027 devra rester, ce qui veut dire que le portail devra être décommissionné. Là aussi, ça fait l'objet de beaucoup d'échanges déjà avec les médecins qui ne veulent pas voir se multiplier des dispositifs qui sont autant, encore une fois, de risques cyber, encore plus avec les DSI d'établissements qui ont aujourd'hui parfois plusieurs dizaines de points de connexion d'ICOM qui veulent les réduire. Donc ça va dans cette logique-là. Ça va aussi, bien entendu, dans une logique de rationalisation des coûts. Voilà pour la question des portails de diffusion. Tous ces documents sont bien entendu publics. Jusqu'à la publication, vous avez les références ci-dessous. Et donc, dans quelques jours, vous aurez les textes définitifs qui sont très, très proches. Par exemple, dans la prépublication, on était plutôt sur 8h, 20h sur les durées de support. Voilà. Et après échange avec les éditeurs, on a réduit à 9h, 19h, ce qui semblait plus raisonnable pour tout le monde, mais c'est ce niveau d'ajustement qu'il y aura entre les documents qui sont prépubliés et ceux qui sont à venir d'ici quelques jours. Voilà pour les conditions administratives et financières. Et maintenant, je passe la parole à Nathalie pour la partie calendrier et timing que tout le monde attend avec impatience. Merci Jean-Marc et bonsoir à tous. Donc moi, je vais vous présenter, on a voulu ici vous donner une vision un peu graphique, en tout cas plus visuelle, de toutes les dates qui sont dans les documents réglementaires et surtout mettre en visibilité ce qui vous concerne, vous, en tant que professionnel dans les cabinets et les dates auxquelles il va commencer à se passer des choses. Donc on a représenté en haut le référencement parce que le référencement des solutions, c'est ça qui va finalement impacter le reste et qui va impacter les premières commandes qui vont pouvoir être passées et les réalisations dans les cabinets. Donc aujourd'hui, avec une hypothèse de publication des textes donc début février, puisqu'on est parti là-dessus, ça va être publié incessamment sous peu, il faut s'attendre à des premiers référencements aux alentours, donc on reste assez vague, de mi-T3 2025. Ce qui fait que les premières commandes pourront être passées mi-T2 2025. Voilà, c'est à peu près à cette date-là qu'il faut s'attendre aux premières commandes pour des réalisations qui commenceront plutôt au quatrième trimestre 2025. Ensuite, pour tout ce qui est fin de période, hop, j'étais encore sur fin de période de commande, donc de prise de commande pour les dernières commandes et pour les fins de réalisation des prestations principales. Ici, on est sur des dates réglementaires donc qui seront inscrites de façon définitive dans les textes à publier très prochainement. Et dans les slides que Jean-Marc était en train de présenter juste après anticipation, vous pouvez retrouver tous ces mécanismes de date plus 6 mois. Date 0, c'est la publication de l'arrêté. Donc avec ces
ces délais entre la publication de l'arrêté et puis toutes les dates qu'on vient de présenter qui seront très proches et on aura l'occasion de mettre à jour le slide précédent lors de nos prochains échanges. Et voilà les dates qu'il faut retenir par rapport aux premières commandes que vous allez pouvoir passer avec le fournisseur et aux premières dates de réalisation. Donc, on est sur du 2025, vu tout à l'heure. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais il ne faut pas hésiter. Ouais, tu as raison de le rappeler. Et donc, vous avez vu que les commandes vont donc être possibles dans les tout prochains mois, on va dire, aller d'ici un gros trimestre. Pourtant, il y a des choses à faire d'ici là si vous voulez que les Dreambox et les RIS 2 soient fonctionnels le plus tôt possible. Et donc, l'idée avec Nathalie et Mathieu maintenant, c'est de vous présenter tout ce que vous pouvez anticiper et tous les prérequis que vous allez pouvoir trouver pour le déploiement. Bonne transition. Alors ici, on a laissé quelques éléments qui concernent plutôt les établissements de santé, donc je vais passer dessus, puisque ici, il vous concerne moins. On a distingué 3 types de chantiers. Les chantiers plutôt techniques, auxquels il faut se préparer, bien sûr, et le plus en amont possible. Chantier organisationnel, et puis tout ce qui est monté en compétences, puisqu'on voit qu'il y a pas mal de nouveautés par rapport à la vague 1. Il faut s'y préparer. Alors, au niveau technique, on vous proposera un certain nombre de webinaires pour faire des points plus précis, notamment sur tout ce qui est renouvellement des certificats, puisqu'il y a eu pas mal de certificats qui ont été commandés à l'occasion de la vague 1. Les renouvellements vont commencer très bientôt. La vague est à peu près, des gros renouvellements est à peu près à prévoir pour l'été. Il va falloir anticiper tout ça. On l'a vu tout à l'heure, tout ce qui est interopérabilité avec la PFI, s'il y en a une, avec la Dreambox, bien sûr. Donc ça, c'est aussi à anticiper d'un point de vue technique. Sur le côté organisationnel, bien sûr, l'usage de la Dreambox va avoir un impact sur la prise en charge. Donc, c'est des choses à anticiper aussi de votre côté. Les nouveautés vague 2 qui sont notamment liées à la consultation de mon espace santé dans le RIS, bien sûr, va aussi impacter la prise en charge puisque cette possibilité va être largement simplifiée par rapport à l'appel contextuel. On a également, on l'a vu tout à l'heure avec Mathieu, tout ce qui est non-opposition, consentement du patient, qui est important également d'anticiper dans la pratique, des choses autour des BAL MS Santé, la qualification INS qui est toujours un enjeu fort, hein, Jean-Marc l'a rappelé et Mathieu aussi. Donc là aussi, des réflexions à mener sur ces sujets-là, l'invisibilisation des documents sensibles, toutes ces nouveautés de la vague 2 qui sont à anticiper et à réfléchir en amont avant que les solutions arrivent dans vos cabinets. Et puis, bien sûr, tout ce qui va avec l'utilisation de ces solutions, les montées en compétences sur l'usage de ces nouveautés, sur la prise en compte de la médecine nucléaire, donc la formation à tout ce qui est Ségur pour ces activités-là. Et puis, la mobilisation, bien sûr, de vous tous dans l'utilisation de ces nouveautés. Alors, je vois qu'il y a des choses dans le chat, mais je vois aussi que Mathieu y répond au fur et à mesure, donc tout va bien. Peut-être que Mathieu, tu veux dire un mot? Je réponds petit à petit. Sur les questions, non, c'était... Oui, alors sur la partie lexique, il y a COS, effectivement, ça a été défini, je crois, dans le workflow. Sinon, je le remettrai, effectivement. Le COS, c'est le pointeur, hein, le fameux pointeur qui va être produit par la Dreambox. Et après, RIS-PACS, RIS, on peut considérer que c'est le logiciel métier du radiologue. C'est le logiciel RIS. Et le PACS, c'est le logiciel qui archive les examens d'imagerie. Donc ça, c'est des termes qui sont très utilisés et normalisés de façon internationale. Donc, vous n'aurez pas de mal à chercher la définition. Et COS, voilà, c'est défini. Ouais. Sachant que dans les textes réglementaires, vous verrez qu'il y a également des glossaires, Ouais. donc il y a la majeure partie des définitions. Et pour la question des certificats Dreambox, je pense que tu y reviendras, Mathieu, Oui, dans ce qui va venir après. Juste pour vous dire que tout ce qu'on marque ici pourra donner lieu à des webinaires un peu plus dédiés sur des sujets plus précis pour vous aider à vous préparer, que ce soit sur les aspects techniques, organisationnels ou autres, vous préparer au mieux à l'arrivée de ces nouveautés de la vague 2. Et s'il y a des sujets en particulier que vous souhaitez que l'on détaille dans un atelier spécifique,
faut pas hésiter à nous l'indiquer. On est là pour répondre à tous vos Ouais. besoins. Du coup, Mathieu, je te laisse. Voilà. J'enchaîne. Merci Nathalie. Oui, alors, pour finir là, sur la question effectivement des certificats. Alors effectivement, la Dreambox, elle va devoir interagir avec le DMP, donc elle aura aussi du coup des certificats pour interagir avec ce DMP, des certificats qu'on appelle les certificats d'organisation, qui sont reliés du coup à l'organisation de l'établissement, libéral ou établissement privé public. Donc effectivement, oui, elle aura les mêmes certificats que le RIS, effectivement, qu'elle devra porter. Et puis après, il y aura aussi les certificats qu'on appelle les certificats de type SSL, qui vont permettre de sécuriser l'espace de confiance. Donc, des certificats qui sont utilisés pour le partage des images. À noter que ces certificats, là, les processus pour commander les certificats est mentionné dans les dispositifs Ségur, et d'ailleurs les éditeurs sont financés pour pouvoir mettre en œuvre ces certificats. C'est prévu dans le dispositif de financement. Alors, sur la partie Dreambox, tout d'abord, peut-être une information sur la partie déjà architecture. Aujourd'hui, au niveau des spécifications Dreambox et dans les discussions qu'on a eues avec les éditeurs, on s'oriente sur deux types de Dreambox différentes. On va avoir la Dreambox qu'on va appeler Dreambox Proxy, qui est finalement une passerelle qui va être reliée au RIS et au PAX, donc une passerelle externe. Ensuite, on a une autre offre avec des éditeurs qui vont proposer une Dreambox native. Donc, ça va être une Dreambox qui sera un module du PAX. Donc, ça sera une Dreambox qui sera proposée par le même vendeur du PAX et qui sera installée en module. Voilà. Donc ça, effectivement, ça peut être des points à réfléchir et à discuter avec les différents éditeurs pour voir effectivement par rapport à votre architecture la solution qui conviendrait le mieux. Donc voilà, on va voir effectivement ces deux architectures différentes. Slide suivante. Alors j'avais mis ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une Dreambox, enfin un PAX peut être relié qu'à une seule Dreambox. Il n'est pas possible de partager le même examen plusieurs fois à travers plusieurs Dreambox. Par contre, l'inverse est vrai. Une Dreambox peut être reliée à plusieurs PAX. Donc, on peut imaginer, par exemple, un cabinet, un groupe de cabinets qui achète du coup une Dreambox au niveau groupe et qui raccroche l'ensemble de ses RIS et PAX sur la Dreambox. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, les prérequis à l'accueil d'une Dreambox. Alors, c'est une liste n'est pas forcément exhaustive. Avec l'équipe, on est en train de rédiger ce qu'on appelle un guide d'exploitation. On va tenter de mettre du coup de façon plus exhaustive l'ensemble des prérequis et puis des recommandations aussi quant à l'exploitation de la Dreambox. Donc c'est un guide qui est en cours de rédaction. Néanmoins, les prérequis qui ressortent aujourd'hui des specs et du projet, qui vont s'adresser plutôt à des cibles de type DSI, RSSI, aux administrateurs des PAX, et puis bien sûr aux futurs administrateurs de la Dreambox, puisqu'elle devra être aussi administrée au même titre que PAX. C'est tout d'abord les questions à se poser, c'est tout d'abord des questions d'architecture de déploiement de la Dreambox. Dreambox, on va avoir des offres qui vont être proposées en cloud, avec des services en SaaS, ou des architectures on-premise. On-premise, c'est-à-dire que la Dreambox est installée en local, directement sur le site, contrairement au cloud. Après, dans les systèmes qui vont être reliés à la Dreambox, on a plusieurs types de systèmes. C'est principalement les PAX et les RIS, mais ces systèmes peuvent aussi être installés dans leur propre architecture. Donc, on peut avoir un mélange finalement d'architecture. On peut avoir un PAX RIS qui est on-premise avec une Dreambox en cloud ou inversement. Voilà, ça, c'est effectivement des questions à se poser. Donc, il faut bien mettre à plat l'architecture globale du SI d'imagerie et voir où se situent les différents systèmes et où il serait plus judicieux du coup de commander la bonne prestation Dreambox, soit en cloud, soit en on-premise. Si la Dreambox est en cloud, elle doit être hébergée en cloud auprès d'un hébergeur qui est certifié hébergeur de données de santé, puisque la Dreambox, elle va accueillir deux types de données de santé à caractère personnel. On va avoir les pointeurs. À l'intérieur de ces pointeurs, ces manifestes COS, on va avoir l'identité du patient, l'identité complète, l'INS. Et puis, on va avoir aussi des images qui transitent.
on va avoir aussi des images qui sont stockées en mémoire cache de la Dreambox. Les Dreambox vont proposer également de la mémoire cache pour stocker en anticipation les examens d'imagerie qui seront consultés. Donc finalement, il est nécessaire qu'un audit soit réalisé, audit qui pourra être réalisé par l'éditeur Dreambox en anticipation de son installation. L'audit, il consistera tout d'abord à modéliser l'architecture du SI imagerie en tenant compte de tous les entrants, de tester aussi, de discuter pour tester la performance du PAX et de jauger sa capacité à accueillir la Dreambox, puisqu'effectivement, il faudra bien anticiper cette partie-là, suivant l'établissement, si c'est un gros établissement, s'il y a beaucoup d'imagerie, est-ce que c'est de l'imagerie lourde, est-ce que c'est l'imagerie en coupe de la radio qui est réalisée dans cet établissement, est-ce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui vont souhaiter récupérer l'image. Voilà, c'est toutes les questions qui vont se poser. Derrière, il va falloir tester donc, cette performance de PAX et également tester les aspects réseau et sécurité. Pour que la Dreambox puisse être accueillie dans les meilleures conditions. Donc, bien sûr, avec les autres parties prenantes, cette discussion, elle doit être avec, bien sûr, l'éditeur Dreambox, mais également avec les autres parties prenantes qui seront le DSI, pourquoi pas, les éditeurs de RIS, de PAX, qui devront du coup s'entendre autour d'une table pour mettre les flux en place, puis bien sûr l'administrateur PAX. Une petite remarque par rapport à la notion de performance qui est très importante du coup dans le projet. La performance, vous l'avez compris, c'est un enjeu très très fort puisque les examens d'imagerie, quand ils vont être affichés ou téléchargés, il faut que ça soit fait de la façon plus fluide possible. Donc il y a des mécanismes qui permettront de faire du streaming, c'est-à-dire afficher l'examen avant qu'il soit complètement téléchargé. Il y a quelques solutions aussi en cas de mauvaise performance ou de désynchronisation, possibilité de mettre par exemple un boîtier de streaming d'images qui est déployé au niveau du site PAX, qui permettra de relayer les acquittements d'ICOM et permet du coup d'accélérer le processus de streaming, ou également les Dreambox, les éditeurs de Dreambox pourront aussi proposer du cache pour permettre de mettre en cache les examens qui sont potentiellement les plus consultés, suivant par exemple la modalité ou la région anatomique ou tel patient, avec des mécanismes de filtre pour proposer encore une fois une expérience la plus efficiente pour l'utilisateur et afficher très très rapidement les images demandées. Voilà, sur la partie prérequis, ce que je pouvais vous dire ce soir. Ok, quelques questions, on peut éventuellement y répondre. Il y avait une question sur l'audit. L'audit piloté par l'éditeur, donc c'est un audit qui doit être mené pour moi avec l'ensemble des parties prenantes, pas que éditeur, puisque bien sûr l'établissement aura aussi sa part à faire, et puis aussi avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les autres éditeurs pour réaliser cet audit, qui fait partie de la direction de projet. Ouais. Du coup, pour compléter, on parle sur la partie distribution, on parle bien du fournisseur, c'est-à-dire que c'est celui qui va prendre la commande, et donc c'est à lui qui appartient de faire l'audit. Après qu'il le fasse lui-même ou qu'il le sous-traite, je dirais peu importe, mais par contre, celui qui en porte la charge, c'est celui qui prend la commande. Et pareil, du coup, je peux laisser Mathieu, sinon je peux répondre aussi. Les coûts additionnels qui sont en dehors du socle technique tel que l'a défini l'équipe, avec Mathieu en tout premier lieu, ça fait l'objet d'une négociation et d'une discussion commerciale, comme tout service ou composant additionnel. Voilà, merci. Je sais pas si tu... Merci Jean-Marc. Ouais, vas-y, Mathieu. Au regard effectivement des coûts additionnels sur le cache, le boîtier streaming, c'est encore accéléré effectivement l'expérience et la partie performance qui sera contrôlée effectivement. Tu l'as mentionné Jean-Marc tout à l'heure, qui va être contrôlée notamment avec les journaux d'indisponibilité qui seront transmis et la partie statistique également. Donc effectivement, les éditeurs et puis l'ensemble des parties prenantes ont tout intérêt à faire le nécessaire, en tout cas, pour que la Dreambox fonctionne de façon optimale, pour pouvoir remplir du coup l'ensemble et atteindre l'ensemble des indicateurs et objectifs demandés. Voilà, moi j'en ai terminé. Je te rends la main du coup, Nathalie, si tu veux intervenir du coup sur cette partie-là. Merci à tous. Oui, juste pour le dernier slide que tu présentais, Jean-Marc, le président, pour vous indiquer que vous enverrez bien sûr cette présentation et vous trouverez
les liens vers les documents qui sont sur le site de l'ANS, que vous téléchargez, les documents réglementaires, l'espace qui est dédié au Ségur Imagerie, à la Dreambox, projet DreamM, et puis sur la page des solutions candidates au fur et à mesure qu'elle sera mise à jour. Et puis, vous pourrez avoir accès à l'ensemble des webinaires pour les visualiser et puis poser vos questions, bien sûr, et nous contacter. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions si on n'a pas répondu à toutes les questions dans le chat ou si on avait d'autres, je peux aussi donner la parole aux participants pour des questions. Ah, celle-là est pour Mathieu. Une question sur sur l'exigence minimale débit réseau. Nous, ce qu'on a fait en termes dans le guide d'exploitation, en termes de préco, nous, ce qu'on dit comme préco, c'est des temps sur des examens. Alors, on a un template d'examen d'imagerie qui va être utilisé par les éditeurs dans le cadre du référencement, qu'on a mis aussi à disposition de l'écosystème. On a ce qu'on appelle un Git au niveau de l'ANS qui permet de télécharger, et on a dit sur ces examens d'imagerie, vous devez atteindre un objectif de quelques secondes pour afficher l'examen dans votre visionneuse. C'est ce temps objectif qu'on a mis. Il nous a semblé très compliqué à ce jour, voire pratiquement impossible, de mettre des exigences de débit. Puisque ça va dépendre derrière on peut mettre des exigences de débit, mais derrière, ça va aussi dépendre des implémentations. Ça va dépendre de dispositifs de filtre réseau, d'architecture. Bon, c'est pour ça qu'il ne nous semblait pas pertinent de mettre des recommandations de débit, mais plutôt de partir sur des objectifs de temps dans le téléchargement des examens et dans l'affichage qui permettront du coup derrière de calculer le débit nécessaire pour atteindre ces objectifs. On est là vraiment dans une logique d'usage, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour la meilleure expérience possible au niveau de l'utilisateur, qu'il soit patient ou professionnel de santé. Il nous reste encore un petit peu de temps, n'hésitez pas, on en avait prévu un peu plus pour les questions, donc s'il y a encore des questions, on les prend bien volontiers, sinon on en aura terminé. Parfait, pas de main qui se lève, pas de message dans le chat. J'en conclus qu'on a été clair et pédagogique. Et puis donc très prochainement la publication des textes qui ne saurait tarder. Il y aura également probablement troisième semaine de février une conférence de presse. Voilà, tout ça reste à confirmer, mais en tout cas c'est la tendance. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.